Nous rentrons maintenant dans l'assemblée sectorielle ovine et caprine de ce soir. Alors, nous sommes dans l'obligation de vous demander l'approbation de l'ordre du jour et du procès verbal de la dernière assemblée. La dernière assemblée qui s'est tenue en novembre 2020 et qui avait pour thématique le loup, et le procès verbal qui est disponible sur notre site internet www.filagri.be. Je ne sais pas s'il y a des commentaires par rapport à... Je n'en vois pas, donc je vais me permettre de passer rapidement donc, à l'ordre du jour qui est, comme je l'ai dit, différentes actualités passées en revue sans vous tenir trop longtemps, simplement pour vous tenir un petit peu au courant de ce qui s'est passé ces derniers mois. Alors, au niveau du Collège des producteurs, pour moi, ce soir, après les services qui ont été présentés ici dans le lancement du réseau Vin et Caprin, il était intéressant de remettre en avant le Prix Juste, qui est un label qui a été mis en place par le Collège des producteurs et qui permet d'assurer une rémunération équitable du producteur. Ce label caractérise la qualité des relations commerciales entre le producteur et son premier acheteur, donc pas l'ensemble de la chaîne, et il repose sur 15 critères selon 4 axes que sont le respect des coûts de production, donc ce revenu équitable, l'indépendance des producteurs, la transparence et la durée des engagements, et puis également un aspect groupement de producteurs, groupe de producteurs. Le prix juste, eh bien, c'est un relais commercial pour les producteurs. Ce n'est pas un relais entre le producteur et la distribution, mais par contre, ça peut être une aide à la négociation ou une aide à la recherche de débouchés. Alors, le Prix Juste est un label qui a été lancé en janvier 2018. Il est rattaché à un cahier des charges et à un comité d'éthique. Et aujourd'hui, à ce jour, on a à peu près 620 producteurs agricoles qui sont concernés pour à peu près 200 produits qui sont concernés. Environ 25% des dossiers qui sont certifiés Prix Juste concernent des produits qui sont également certifiés bio. Et le chiffre d'affaires producteur annuel des dossiers qui est certifié est aujourd'hui estimé à quelques 12 millions d'euros. Ce ne sont pas donc les données du chiffre d'affaires sur les ventes, mais bien le chiffre d'affaires producteur. Et vous avez ci-dessous quelques produits. Et si je me permets d'insister aussi ici à l'Assemblée ovine et caprine sur le label Prix Juste, eh bien, c'est que vous voyez ici dans le tableau le nombre de producteurs certifiés par filière agricole. Et donc, vous voyez qu'il y en a dans à peu près toutes les filières, sauf les ovins, sauf les caprins. Et pourtant, je pense qu'à travers certaines de nos filières, nous pouvons prétendre à une juste rémunération des éleveurs, que ce soit en ovins ou en caprins. Donc, je me permets de vous inciter à vous intéresser à ce label qui aujourd'hui est quand même une belle mise en avant de notre production agricole wallonne, qui devient d'ailleurs de plus en plus connue vu le nombre de produits aujourd'hui certifiés. Deuxième action du Collège des producteurs que je me permets de passer en revue aujourd'hui, c'est notre site internet celagri.be. Je l'ai également mentionné dans les services proposés par le Collège des producteurs. Donc Celagri, c'est un site qui permet de remettre du débat autour de la réalité des productions agricoles wallonnes. C'est un site qui est avant tout à destination du citoyen, et c'est un site qui base ses publications sur un réseau d'experts scientifiques. Aujourd'hui, un réseau qui est constitué d'à peu près 200 experts scientifiques du monde agricole wallon. Et vous voyez que la consultation du site est loin d'être négligeable. Nous avons pas mal aussi de relations presse à travers ce site. Donc voilà. Et plus spécifiquement en lien avec le mouton, eh bien, nous avions un premier dossier qui concernait le pâturage hivernal et le bien-être des moutons lors du pâturage hivernal qui est déjà présent, je pense, depuis 2019. Et puis ici, en 2021, nous avons produit un dossier spécifique sur la production d'agneaux et l'élevage ovin en Wallonie, ainsi que sur le mouton en tant qu'acteur agroécologique. Également, suite au confinement, nous avions fait un dossier spécifique sur les gestes à éviter avec les animaux qui sont en prairie, parce que, comme vous l'avez entendu dans l'actualité, on a eu des problématiques croissantes avec les promeneurs lors du confinement.
Et ces sites, ces dossiers Selagri, eh bien, par exemple, ils vont également nous permettre de communiquer plus facilement vis-à-vis de la presse. Et donc, le dernier dossier sur l'élevage ovin nous a permis de communiquer à l'occasion de cette année de Pâques 2021 sur les idées reçues sur l'agneau de Pâques et sur l'élevage de moutons. Et donc, ben voilà, les résultats, c'était entre autres un reportage sur le JT de RTL, un article également dans C'est dimanche. Et je mettais en avant également les actions de communication que mène le Collège des producteurs. Par exemple, c'est également, et donc là, c'est une remontée qui nous a été faite justement de producteurs, une communication erronée dans le magazine Deleuze de mars-avril qui disait qu'il n'y avait pas de production d'agneaux en Belgique. Et donc, nous avons eu un erratum dans le numéro actuel de juillet-août, ainsi qu'une promesse de la part de Deleuze de pouvoir faire un article générique sur l'agneau produit en Belgique, puisque c'est un magazine belge et non pas wallon, dans les mois à venir. Autre action qui est menée par le Collège des producteurs, je l'ai mentionné également, c'est easyagri.com, la plateforme pour vendre ou acheter des animaux de ferme. Alors ici, je tenais juste à aller un peu plus dans les détails pour vous montrer l'importance du trafic sur le site internet ainsi que l'évolution du nombre d'utilisateurs qui est inscrit au cours des années. Donc, site qui existe depuis 2017 et donc on peut voir l'évolution du nombre d'utilisateurs qui est passé de 850 à, je ne vois pas bien le chiffre avec les outils Zoom, mais je pense que c'est à peu près 9000 ici en mai. Donc, on voit que c'est un site qui est quand même, je pense, largement utilisé et qui a pu jouer son rôle de remplacer quelque part le site deuxième main qui fonctionnait avant extrêmement bien pour la vente d'animaux, mais que nos politiques ont décidé d'interdire la vente d'animaux de ferme sur ces sites génériques. Peut-être certains d'entre vous ont déjà pu consulter l'Observatoire des filières que nous avons mis en place au niveau du Collège des producteurs suite à la crise du coronavirus. Donc, il y a déjà une bonne année, en février. L'objectif, c'est vraiment d'essayer de fournir des informations filières, des chiffres sur l'état des différentes filières agricoles. Au départ, cet Observatoire des filières agricoles était publié tous les 15 jours. Aujourd'hui, on est plus en état de crise et donc on prend un peu plus de temps entre chaque note d'observatoire et on est plus sur quelque chose de plus structurel alors qu'avant c'était plus quelque chose qui venait face à la conjoncture de la crise Covid. Toutes les notes sont consultables et disponibles sur le site Filagri et donc n'hésitez pas à les consulter et 2, n'hésitez pas également à nous faire remonter les informations de vos filières pour qu'elles soient le plus justes possible par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Alors, c'est l'occasion donc de reprendre ce qui est disponible sur Filagri au-delà de l'Observatoire des filières agricoles. Sur filagri.be, vous trouverez les plans de développement filières, différents chiffres clés par secteur, des actualités agricoles, les publications et réunions du Collège des producteurs, dont les procès-verbaux que j'ai mentionnés en début de réunion. Vous trouverez également d'ailleurs l'ABC législatif que j'avais repris dans l'ensemble des services du réseau ovin et caprin. Et je voulais simplement faire une petite parenthèse sur le plan stratégique qui a été publié en 2019. Donc, le plan stratégique, c'est vraiment donner des trajectoires d'évolution du secteur ovin. Malheureusement, nous n'avons pas encore rédigé de plan stratégique pour le secteur caprin. Donc, c'est des trajectoires de développement aujourd'hui du secteur ovin sur 10 ans, 2019-2029. Un plan d'action qui reprend 9 points, mais principalement améliorer tout ce qui est installation, formation, enseignement, le lien avec les grandes cultures et le lien avec la diversification, donc le mouton en tant qu'acteur dans d'autres spéculations agricoles, améliorer l'encadrement technique, et on voit ce soir justement avec le lancement du réseau ovin caprin, eh bien qu'on a un panel de plus en plus varié, de plus en plus complet de services qui vous sont offerts, les cahiers des charges et éventuellement la mise en place de groupements de producteurs, et puis la mise en avant, le développement de la promotion de l'agneau produit localement. Alors, sans vouloir aller dans les détails, parce qu'on pourrait tenir une soirée là-dessus, je voulais simplement mettre en avant aujourd'hui que ici, en 2021, après quelques années, et en sachant qu'on aura une
révision de ce plan à l'horizon 2022, une première révision, eh bien, les trajectoires, elles sont relativement favorables par rapport à ce qui avait été planifié pour le secteur ovin. J'entends par là, eh bien, on voit qu'on a aujourd'hui de plus en plus de données pour piloter le développement, et je me permets de souligner qu'aujourd'hui, au niveau de l'administration wallonne, le DMNA se penche pour développer un observatoire économique de la rentabilité de l'élevage ovin. On a de plus en plus de formations, si on se base sur ce qui était disponible il y a quelques années en arrière, plus d'encadrement, je pense qu'on va largement aborder ce soir, plus de filières aussi, plus en plus de structuration, et on peut le voir également au niveau des abattoirs. On a de plus en plus de moutons qui sont abattus au niveau des structures d'abattage en Wallonie, donc c'est extrêmement positif. Et puis je pourrais m'attarder juste après sur le fait qu'on a également de plus en plus d'ovins dans les cultures, ce qui était un des objectifs visés par le plan stratégique. Et j'en profite pour digresser sur la commission filière ovine. Alors, dans la présentation faite sur le réseau ovin et caprin, j'avais parlé du fait que j'avais abordé le fait que le collège des producteurs, eh bien, c'est avant tout des représentants élus dans les assemblées sectorielles. Pas d'élection prévue ce jour, les mandats sont valables pour 3 ans, et donc, sauf erreur de ma part, je pense que la prochaine élection sera pour ce second semestre 2021. Mais au-delà de ça, on ne peut pas aborder toutes les thématiques ni travailler en profondeur lors de réunions comme celle-ci. Elles ne sont pas assez nombreuses. Vous êtes trop nombreux pour aller en profondeur. Et donc, c'est vrai que nous avons pris l'habitude de travailler plus en profondeur sur les dossiers économiques, mais pas que, avec la commission filière ovine. La commission filière ovine, c'est quoi? C'est qui? Eh bien, c'est évidemment les 4 représentants qui sont élus au niveau des assemblées sectorielles, mais ça va au-delà. Nous avons également les représentants ovins caprins au fonds sanitaire, des représentants des différentes filières de commercialisation ovine, les acteurs de l'encadrement pour une partie qui était pour une partie présent aujourd'hui, les syndicats également agricoles qui sont invités à participer à ces réunions, ainsi que le représentant de l'AWEOC. Alors voilà, simplement depuis le début de cette année, eh bien, nous avons 3 réunions de travail avec la commission filière ovine. Alors c'est la commission filière ovine qui a été à la base des trajectoires de développement qui sont définies dans le plan stratégique. Aujourd'hui, avec la commission filière ovine, nous travaillons sur une position à avoir dans la future PAC. Nous travaillons aussi sur, et je l'aborderai après, l'avis pour des cotisations au niveau de la PACWE, pour des avis à remettre au fonds sanitaire, etc. Alors, j'en profite justement pour passer sur une actualité qui concerne un grand nombre d'entre vous et qui préoccupe un grand nombre d'entre vous, c'est la prochaine PAC. Alors, sans vouloir rentrer dans les détails, et de nouveau, rien que là-dessus, on pourrait tenir 1 ou 2 soirées. Et d'ailleurs, les personnes ici qui participent à la commission filière ont passé quelques soirées sur le sujet. Au niveau européen, simplement dans les grandes lignes, la prochaine PAC, eh bien, on a un objectif d'enjeux climatiques conséquents qui vient se rajouter aux objectifs des politiques agricoles antérieures, avec également des objectifs spécifiques que sont les jeunes agriculteurs, l'innovation et le bien-être animal, qui est également nouveau dans cette nouvelle politique agricole commune. L'Europe demande aux différents États membres de rédiger des plans stratégiques. Au niveau de la Belgique, eh bien, nous avons 2 plans stratégiques régionaux à rédiger qui sont en cours de finalisation. Il faut savoir que le budget est raboté par rapport à la PAC précédente. Pour la Wallonie, c'est moins 13%, dont moins 17,5% pour le premier pilier, avec a priori un maintien possible des aides couplées. Alors, pour le soutien couplé, une attention particulière qui est que l'Europe veut que le soutien couplé ne perdure pas dans le temps. Ça ne veut pas dire ici, dans la PAC 2023, dans le temps à terme. Et l'Europe veut un soutien couplé plus vertueux, un soutien couplé qui soit lié, par exemple, à l'environnement. Alors, simplement pour avoir un tableau de ce qu'est l'architecture de la PAC, très grossièrement, eh bien, vous aviez le premier pilier actuellement et le deuxième pilier. Dans le premier pilier, on a les paiements de base, les paiements verts, paiements redistributifs, le paiement jeune, ainsi que les primes couplées. Dans le second pilier, les aides à l'installation, les aides à l'investissement, les mesures agro-environnementales et les autres mesures qui sont liées au développement rural.
Actuellement, seul le paiement vert est soumis à l'éco-conditionnalité renforcée. L'architecture de la prochaine PAC, le gros changement, c'est que à la place du paiement vert en orange, eh bien, vous avez ce qu'on appelle un éco-régime qui comprendra 20 à 30% du budget du premier pilier. Et deuxième grande nouveauté, c'est que l'ensemble des primes sera soumis à une éco-conditionnalité renforcée et non plus uniquement le paiement vert. Ce qu'on sait aujourd'hui de ce qui adviendra de la PAC qui est à nos portes, eh bien, concrètement, pour vous, pour ce qui vous intéresse, pas encore grand-chose, mais ce qu'on peut dire, en tout cas pour le mouton, une première bonne nouvelle, même si ça n'émane pas des discussions que nous avons pu avoir avec les pouvoirs publics, et ce depuis 2015, également avec l'appui des syndicats. Depuis le début, l'évolution du nombre de références pose problème à un certain nombre d'entre vous, et donc il n'y aura plus de limitation dans le nombre de références, il n'y aura plus de nombre de références, et donc ce problème de personnes qui, par exemple, démarraient avec 30 primes, et puis il y avait un cheptel qui évoluait relativement vite, et on a vu qu'effectivement, on avait les 10 premières années un taux d'augmentation de cheptel de 50% par an. Et ces gens qui étaient coincés avec, par exemple, 50 primes alors qu'ils avaient 100 brebis, eh bien, ça n'existera plus demain. Donc, je pense que ça, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui sont concernés. Autre chose que l'on sait, depuis un certain temps, le secteur aurait été favorable à ce que des aides à l'installation et à l'investissement soient accessibles aux personnes qui sont agriculteurs en tant qu'activité complémentaire et non pas qu'activité principale. On ne sait pas encore dans quelle mesure, mais a priori, il pourrait y avoir une certaine accessibilité aux personnes qui sont en activité complémentaire. Actuellement, ça se baserait sur une définition de la production brute standard correspondant à 12 500 €. Ce que ça veut dire, c'est à peu près 85 ovins ou 28 caprins, ce qui, quand on est en production laitière hors transformation ou en production vendeuse, est, je pense, tout à fait dans les clous. Par contre, nous avons alerté l'administration, mais ça risque d'être compliqué sur le fait que lorsqu'on est en production transformation fromagère, eh bien, c'est un peu limite. Et également, autre demande qui pourra être accueillie favorablement, eh bien, jusqu'à présent, certaines personnes étaient limitées de par le fait que le début de leur activité correspondait au moment où elles avaient acquis leur numéro de troupeau et non pas leur activité d'agriculteur. Donc ça pourra évoluer favorablement et permettre à certaines personnes qui n'avaient pas accès à ces aides à cause de cela d'avoir accès. J'ai mentionné juste avant les prises de position de la commission filière, sans vouloir rentrer dans les détails, simplement les grandes lignes qui ont été posées jusqu'à présent. Primo, c'est pouvoir garder un soutien couplé à l'ovin qui est fort dans cette prochaine PAC. Et donc, nous avons d'ores et déjà demandé à ce que cette part de soutien couplé puisse légèrement augmenter, passer de 0,9% de l'enveloppe du soutien couplé à 1,5 voire 2%. Ce n'est absolument pas une chose acquise, c'est simplement une prise de position, j'insiste. Et cette prise de position, elle vise simplement à maintenir un niveau de prime qui serait relativement similaire à ce que nous obtenons aujourd'hui. Deuxième prise de position de la commission filière, eh bien, il y a eu des discussions sur le fait de pouvoir lier à la charge animale la prime couplée et ou les éco-régimes qui seraient liés à l'herbe. Simplement, nous estimons que ce n'est pas admissible et nous demandons à ce que les objectifs qui soient liés à la prime couplée et éventuellement aux éco-régimes, eh bien, se résument en termes d'objectifs stratégiques et donc justement de pouvoir être mis en lien avec le plan stratégique ovin. Proposition suivante, c'est de pouvoir avoir un éco-régime spécifique service environnemental de l'ovin et à travers cela d'avoir une reconnaissance de ce rôle environnemental que peut avoir l'ovin. Et on entend par là notamment tout ce qui est le pâturage chez autrui, que ce soit chez d'autres agriculteurs ou l'éco-pâturage. Proposition suivante et demande suivante qui a déjà été formulée donc, à l'administration, c'est de pouvoir avoir la possibilité de pâturer les tournières enherbées. Donc, il a été demandé à ce que ces tournières puissent être pâturées à partir du 16 juillet. Donc aujourd'hui, bien notamment pour les personnes qui font du pâturage de culture, c'est vrai que parfois, il serait tout à fait
on peut en un seul coup, en mettant les clôtures juste un peu plus loin, également pâturer les tournières enherbées, ce qui est aujourd'hui pas permis. Et puis, pour nos éleveurs caprins qui sont encore parmi nous ce soir, ce sera probablement très compliqué, voire inaccessible, mais nous ne manquons pas l'occasion de rappeler la potentialité de pouvoir offrir un soutien complet au secteur caprin. Alors, c'est simplement pour vous montrer l'articulation qu'on peut proposer entre les aides spécifiques qui seront développées dans la PAC et le plan stratégique ovin. Et donc aujourd'hui, en tout cas, l'articulation, elle va vers une augmentation de l'approvisionnement des filières wallonnes, l'ovin en tant qu'outil de la transition agroécologique et donc le rôle dans les cultures, mais également le rôle avec d'autres spéculations agricoles, les bovins, voire même les copâturages, etc. L'ovin en tant qu'atelier de diversification, et puis sans oublier un focus sur l'accessibilité à la terre, ce qu'offre le pâturage chez autrui d'une certaine façon. Voilà la parenthèse sur la partie PAC, et donc c'est pas rentrer dans les détails ici aujourd'hui, mais c'est vraiment pouvoir vous expliquer des prises de position qui ont été prises à travers la commission filière et dans notre travail au quotidien. Je voulais également profiter de ce soir pour mettre en avant certaines évolutions dans des cotisations obligatoires que vous devez payer. Primo, la cotisation en fonds sanitaires, peut-être l'avez-vous vu passer, il y a eu des communications en ce sens, mais donc il y a eu un changement sur l'invitation à payer à partir de cette année 2021. Donc je rappelle que cette cotisation est obligatoire dès qu'on a 6 femelles, elle est de 15 € par troupeau plus 30 cents par femelle. Alors, quelles modifications sont apparues cette année-ci? Eh bien, jusqu'alors, vous étiez invité à payer, donc ici pour l'année antérieure 2020, en novembre-décembre, fin de l'année, sur base du recensement 2019 que vous deviez envoyer pour le 15 janvier 2020. L'idée ici, c'est d'essayer de rapprocher le recensement que vous renvoyez avec la perception qui vous est envoyée. Donc en 2021, vous ne devez plus payer fin 2021, mais vous avez déjà dû recevoir l'invitation à payer ici en juin. Et petit à petit, ça va se rapprocher pour arriver vraiment à un timing assez proche entre l'invitation à payer et le moment où vous rendez vos recensements. Donc, à terme en 2023, il vise une invitation à payer qui vous parviendra en mars. Deuxième modification à venir en termes de cotisation, c'est les cotisations en fonds de promotion à la PAC-W. Donc aujourd'hui, le système de cotisation se base sur un arrêté du gouvernement wallon qui date de 1995. Et aujourd'hui, la cotisation, elle est de 20 cents par animal prélevé au niveau de l'abattoir. Une révision de ces cotisations est en cours de réflexion pour amener à un changement assez rapide. Et donc, la position de la commission filière sur ces changements de cotisation, c'est qu'aujourd'hui, on le sait, grand nombre de nos moutons élevés en Wallonie ne sont pas abattus en Wallonie et ou pas abattus sur les chaînes d'abattage wallon. Et donc, pour une question d'équité, il nous aurait paru intéressant que la cotisation soit payée par tous et donc qu'elle soit intégrée au prix d'achat de la boucle auriculaire, par exemple. À défaut d'un tel système pouvant être mis en place, eh bien oui, bien sûr, nous serions obligés de rester sur le système actuel. Et donc, il a été demandé à la PACWE de pouvoir investiguer la faisabilité, oui ou non, de cette proposition. Au niveau de la PAC-W, leur proposition, ce serait plutôt de rester sur un système identique en montant légèrement la cotisation, en la passant de 20 cents à 30 cents par animal abattu. J'en profite pour faire une petite parenthèse sur une action de promotion spécifique qui est une catégorie agneau dans les coques de cristal de cette année 2021. Catégorie qui portera sur les ribs d'agneau. C'est un travail qui a été fait de nouveau en concertation entre la PAC-W et la commission filière. Alors, pourquoi les ribs d'agneau? C'est vrai que ce n'est pas forcément le morceau le plus connu, mais au niveau de la filière, on a vraiment un problème de
de déséquilibre carcasse, si ce n'est qu'on vend tout en carcasse entière, mais on a une valorisation qui est plus compliquée des bas morceaux. Et donc, il était important, nous semblait-il, de pouvoir mettre en avant un bas morceau. Ici, on est sur un bas morceau qui n'est pas forcément les plus connus, mais qui peut être justement très sympathique à consommer. Et donc, je me permets d'insister pour qu'éventuellement, vous fassiez le relais de cette catégorie auprès de vos bouchers ou pour ceux qui travaillent directement en colis, etc. C'est aussi une catégorie qui leur est accessible en tant que producteur. Et donc, je vous invite à participer le plus nombreux possible à cette catégorie. Je voulais également profiter de ce soir pour mettre en avant quelques évolutions au niveau de la recherche et encadrement, mais ici plutôt volet recherche. Comme certains d'entre vous le savent, eh bien, il y a 2 projets de recherche que sont Divers Impact et Cerveau au niveau de la Wallonie aujourd'hui qui travaillent sur le pâturage des cultures dérobées, voire même un peu au-delà. On s'est penché maintenant sur le pâturage des cultures tout court. Alors, je ne vais pas, moi, rentrer dans le détail de ces projets de recherche qui se finalisent tous les 2 en 2021 et on espère un prolongement, en tout cas, pour Cerveau, qui est coordonné par le CRAW et financé par la SPGE pour les mois à venir. Mais je trouvais qu'il était assez intéressant de vous montrer la vision macro de l'évolution de ce pâturage en région wallonne. Et donc ici, vous avez un graphique qui reprend, excusez-moi, c'est en anglais, le nombre de partenariats et les surfaces pâturées, que ce soit en partenariat ou sans partenariat. Et donc, on voit ici que sur la saison hivernale 2017-2018, on était à une estimation de 75 hectares pâturés pour 5 partenariats entre éleveurs et cultivateurs. Alors qu'aujourd'hui, saison hivernale 2020-2021, eh bien, nous estimons que nous sommes à peu près à minimum 1050 hectares pâturés avec 35 partenariats. Donc, on voit vraiment l'évolution relativement intéressante qui a été faite à ce niveau-là et je pense que ça va continuer. C'est le travail de... Chez nous, c'est un travail qui a été mené par Cyril Régibaud et donc je vais me permettre de lui céder la parole 2 minutes, notamment pour expliquer plutôt les résultats au niveau de la recherche et ce qu'il veut d'ailleurs. Est-ce que je veux? Ok. Donc là, on voit un peu ici, Christelle a présenté un peu les chiffres au niveau nombre d'hectares, etc. Le côté partenariat. Après, ces 2 projets de recherche, le principal Divers Impact avait pour but d'approfondir, enfin de créer ces partenariats, de diversifier les cultures à travers le pâturage découvert, voir un peu l'impact que ça peut avoir sur des rotations de grandes cultures, le fait de, par exemple, d'y intégrer des animaux dans la rotation, ce que ça va amener comme changement de couvert, comme type de couverture. On voit que pas mal de personnes, à travers ces partenariats, sont passés certains de couverts type facile de moutarde à des couverts beaucoup plus intéressants au niveau fourrager pour les animaux. Donc là, on est sur la dimension valeur alimentaire des couverts. On voit que beaucoup de personnes y sont de plus en plus sensibles et on arrive à avoir de l'aliment qui est de très bonne qualité pour les animaux. Sans oublier l'impact aussi au niveau du sol pour le céréalier. Donc, le fait d'avoir des couverts relativement diversifiés, on le montre que c'est de plus en plus intéressant pour les céréaliers aussi. Il y a aussi une dimension sociale. Quand on voit tous les échanges qui se font, les échanges constructifs qui se font entre céréaliers et éleveurs, on rend compte que c'est quand même c'est un volet au début qu'on avait peut-être un petit peu sous-estimé, mais on voit que ça a vraiment beaucoup d'importance dans les relations entre les céréaliers et les éleveurs. Alors, ces projets, surtout le deuxième, Cerveau, on a approfondi vraiment les dimensions agronomiques au niveau du sol pour voir un peu quel était l'impact sur le sol, sur les résidus, enfin sur l'azote possiblement lessivable, sur l'impact sur la culture suivante, sur les rendements de la culture suivante. Et à ce stade-ci, bon, on n'a pas encore tous les résultats, mais les tendances sont très positives dans le sens où, à ce stade-ci, on ne voit pas d'impact négatif sur la culture. On voit quelques impacts positifs, oui, mais ils ne sont pas encore, voilà, c'est encore difficile de les prouver, de les justifier. On a aussi étudié l'impact sur les mulots, par exemple, sur la population de limaces, sur les adventices, etc., la culture suivante, sur la levée. Voilà, en tout cas, un des buts, c'était de montrer il y avait une des dimensions qui était un petit peu de rassurer les céréaliers quant au fait que quand les moutons venaient pâturer les couverts, on n'avait pas d'impact négatif sur la culture suivante, que du contraire.
Et voilà, on verra un peu ici fin de saison avec les rendements céréales et patates et betteraves et maïs, voir un peu comment ça a évolué. Mais à ce stade-ci, on est que vers que du positif pour les deux partenaires. Et bon, juste petit exemple, voilà, sur les 35 partenariats l'année passée, voire un peu plus, depuis le début du projet, on a eu un divorce, je pense, dans les collaborations. Donc, on voit que voilà, le céréalier et l'éleveur s'adaptent l'un à l'autre et c'est assez positif comme échange. Avec juste un petit point d'attention quand même dans ces partenariats, ce sera attention par rapport au bien-être animal. Voilà, c'est un point qu'on va continuer à creuser avec le collège des producteurs pour montrer que oui, les animaux peuvent très bien pâturer en hiver. Les brebis peuvent pâturer en hiver sans aucun problème pour leur santé et leur bien-être, pour autant qu'elles aient suffisamment à manger, évidemment, qu'elles soient en bon état sanitaire, etc. Mais voilà, ça, c'est un point d'attention qui est sorti du projet. C'est surtout en rapport avec le regard des citoyens. Donc ça, ce sera à poursuivre dans les mois ou années qui arrivent pour montrer que, voilà, qu'il y a vraiment, dans la majorité des cas, il n'y a vraiment aucun problème pour le bien-être des animaux au pâturage hivernal. Merci Cyril. Je vais me permettre de continuer avec un projet qui émane du ministère du bien-être animal et qui a démarré ici tout récemment et qui est coordonné par l'Université de Namur sur les alternatives à la mise à mort des jeunes mâles et sont notamment visés les chevreaux, les veaux et les poussins. Et donc, si aujourd'hui je tiens à aborder ce projet, c'est parce que je pense qu'il est important que nous ayons conscience qu'aujourd'hui, eh bien, certains citoyens, en tout cas, se penchent sur la problématique de la mise à mort à la naissance. Et donc voilà, il faut s'attendre en tout cas à avoir une certaine visibilité qui sera donnée sur ce sujet dans les mois, voire années à venir. Et donc je pense qu'il faut s'y préparer. Et nous, au niveau du Collège des producteurs, eh bien, nous essayons de collaborer au mieux avec ce projet en démarrage, voilà, pour suivre au mieux l'évolution de la situation. J'en profite également pour signaler qu'a été mis en place un groupe de travail Coup du Loup suite à l'avis qui avait été rédigé par le Collège des producteurs et qui demandait une meilleure visibilité sur le Coup du Loup. Et je souligne qu'au niveau du CRO, et Benoît Bolkars peut en témoigner, eh bien, ils ont mis en place des petits essais pour voir quelle était la surcharge de travail et donc le surcoût qui impliquait la mise en place de clôtures spécifiques pour les loups telles que le préconise aujourd'hui Natagriwal qui encadre les personnes qui peuvent mettre des moyens de protection contre les loups. Je voulais également souligner que le CRAW, donc, qui est le principal acteur de la recherche, un des principaux acteurs de la recherche au niveau de la Wallonie, souhaite développer la recherche ovine. Alors, attention, on ne va pas du jour au lendemain faire x10, mais en tout cas, il y a un intérêt sur le sujet et donc ça, c'est très, très porteur puisque il y a quelques années, eh bien, il n'y avait vraiment pas grand-chose sur le mouton. On reste encore petit, mais petit à petit, ça se développe. Et donc, ils ont travaillé en concertation avec l'ensemble des acteurs du secteur pour voir un petit peu ce qui pouvait être mis en place. Alors, ce qui peut être mis en place, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus optimal, c'est aussi fonction de ce qu'eux peuvent mettre en place au niveau de leur structure. Et donc, aujourd'hui, on a quand même un développement qui s'orienterait vers des réponses dans le sens que va Cyril sur le bien-être des ovins au pâturage hivernal et également dans le même sens de ce qui a été fait pour les cultures, sur le pâturage mixte ovin-bovin. Alors, il y a déjà des sujets qui ont été faits sur le pâturage mixte ovin-bovin, mais ici, l'idée, c'est un peu de voir le pâturage avec des bovins vraiment en collaboration entre, par exemple, un éleveur ovin et un éleveur bovin. Donc, que le mouton vienne vraiment comme animal, entre guillemets, opportuniste quand le bovin ne peut plus pâturer les prairies, notamment pour des questions de portance du sol. Et donc de voir à ce moment-là, vraiment dans cette optique très particulière, l'apport que peut avoir l'ovin dans le système bovin.
Voilà, et puis j'avais dit que ce soir, ça fait déjà presque 1 heure que je vous tiens, la soirée est longue, et donc l'idée n'est pas de s'éterniser, et je vais finir avec une, euh, une pensée plus positive sur des événements à venir. Je ne vais pas tous les citer, bien sûr, mais en tout cas, sachez que donc on avait parlé que le Collège des producteurs organisait des voyages vers des salons professionnels, notamment le salon professionnel Ovin, Tecovin, et le salon professionnel Caprin, Caprinov. Ces 2 salons se tiendront cette année à cause du Covid. Avant, c'était une année l'un, une année l'autre. Et donc, nous organiserons ici 2 voyages pour les éleveurs qui sont intéressés vers ces 2 salons professionnels. Et c'est chaque fois l'occasion de riches échanges entre nous et évidemment également avec tout ce qu'on peut découvrir sur place. Je crois que je peux m'avancer sur le fait que ce 23 septembre, le Salon professionnel de l'autonomie fourragère se tiendra chez un éleveur ovin, chez Marc Rémy. Et donc voilà, c'est aussi l'occasion de se voir. Et il y aura une séance thématique sur le pâturage des cultures dérobées, je pense, Cyril. Il dit oui. Petit point sur les formations. Donc, la formation, elle s'est quand même largement étoffée. Je ne vais pas ici développer l'offre de formation de l'ARCIA. Je ne vais pas non plus être complète en matière de formation. La formation agricole continue, elle est proposée par les centres de formation agricole, que sont la FJA, la FUGEA, mais il y en a d'autres, le CRAB, etc. Et je voulais simplement ici mettre en avant le fait que a priori, il y aura une initiation à l'élevage caprin qui se tiendra cet automne 2021. C'est une formation d'une grosse vingtaine, voire petite trentaine d'heures, donc c'est quand même déjà quelque chose de conséquent. L'année passée, c'était une formation équivalente d'initiation à l'élevage ovin, et la formation d'initiation à l'élevage ovin reviendra en automne 2022. Et puis, ça a déjà été souligné, mais au collège, c'est un projet qui nous tient à cœur parce que nous l'avions initié. Et puis maintenant, c'est un projet qui est coordonné par Eleveo, mais une grande partie des acteurs qui étaient présents dans le réseau 20 Caprin participent à cette manifestation que sont les Olympiades qui malheureusement n'ont pas pu avoir lieu la saison 2020-2021. Et je rappelle qu'en 2020, nous avions eu un des jeunes qui était parti au concours du jeune berger au SIA, qui a été meilleur jeune berger européen, donc on peut qu'en être fier. Et nous espérons que cette année-ci, les Olympiades pourront bien avoir lieu. En plus, bien, comme sur la photo ici, nous aurons sans doute l'occasion de refaire une finale nationale, puisque en 2019, c'était une première finale nationale wallon-flamand à Agribex. Donc, j'espère que ce rendez-vous pourra être fixé en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Voilà, j'en arrive aux divers. J'ai noté qu'il y avait des questions-réponses. Je propose, voilà, si à travers également les divers d'autres personnes ont des suggestions de sujets, de thématiques pour les prochaines assemblées sectorielles, elles sont les bienvenues. Enfin, des sujets un peu divers, donc tout ce que vous pensez. Au niveau des questions-réponses qui sont écrites, je vais me permettre d'y répondre. Primo, oui, c'est bien prévu à Agribex. Moi aussi, je le souhaite. On verra avec l'évolution de la situation sanitaire. On a appris à être prudent. Et je vois également une question de Cécile Scambourg sur la révision du plan en 2022 sur la question des abattoirs. Je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter ensemble au niveau justement de la commission filière, mais je pense que d'ores et déjà, on peut acter tout à fait positivement le fait qu'il serait effectivement extrêmement important de pouvoir rentrer la question des abattoirs dans le plan stratégique ovin, question qui ne figure pas dans le plan stratégique actuel. Et il est également demandé comme question les projets qui sont faits en lien avec les abattoirs. Je viens d'y répondre. Ils ne sont pas dans le plan stratégique actuel. Maintenant, nous sommes en relation avec certains abattoirs et il faut savoir que des demandes de lignes budgétaires publiques sont sous la table, notamment pour des équipements spécifiques ovins dans certains abattoirs, sans de nouveau savoir ce qu'il en adviendra. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. J'essaye de m'y retrouver, hein. Excusez-moi, ce n'est pas toujours évident. Je vois que Amandine de la PACWE demande de prendre la parole, donc je vais me permettre de... Normalement, Amandine, tu dois pouvoir prendre la parole. Là, maintenant.
Ça fonctionne pas. Il faut qu'elle arrive à allumer son micro. Je pense que c'est dans le fond à gauche, dans les paramètres de son. Voilà. Bonsoir tout le Parfait. monde. Bonsoir, bonsoir. Merci pour ce petit compte rendu sur les cotisations, Christelle. Je voulais juste compléter la note. Donc, je voulais juste vous confirmer que nous étions bien en contact avec l'ARCIA. Et donc, nous aurons de leurs nouvelles vers la mi-juillet. Donc, on ne manquera pas de revenir vers vous dès qu'on aura eu leur avis. Mais c'est vrai que la problématique je dirais, percevoir la cotisation à partir de la boucle pouvait entraîner un autre problème quand il y avait abattage en Flandre et donc créer une situation, un contexte un peu défavorable pour ceux qui devraient payer avec la boucle ou une fois de plus à l'abattage s'ils le faisaient en Flandre. Donc, c'est un peu toutes ces données-là qu'on doit bien analyser, je dirais, et tenir en compte pour dans la régulation des cotisations. Donc, voilà, on aborde vraiment toutes les pistes et on reviendra vers vous dès qu'on aura plus d'informations de ce côté-là. Merci Amandine pour ton retour. Voilà. Je ne sais pas si d'autres Oui, questions. Moi je souhaitais compléter le propos d'Amandine et nuancer le propos de Christelle parce que je trouvais que la description de la position de la PAC-W dans le cadre des cotisations est un peu lapidaire. Donc nous ne sommes pas simplement favorables à une hausse des cotisations en lieu et place d'autres formules, mais simplement il y a une analyse juridique et quelques certitudes à avoir dans l'intérêt de tout le monde avant de prôner un système ou l'autre. Il ne faut pas oublier que le système de la boucle hertzienne doit être vérifié par rapport à l'origine fédérale des règles et qu'a priori, on ne peut pas, sans accord de coopération, mixer des règles fédérales et des règles régionales. Et que c'est ça aussi qu'il faut vérifier. Donc, le propos n'est pas de dire simplement la PAC-W pour une hausse des cotisations en lieu et place d'autre chose. Simplement, on veut vérifier et avoir des certitudes juridiques sur la faisabilité d'une autre formule. Tout à fait, Philippe. Merci pour ton complément. L'objectif n'est absolument pas d'être lapidaire et je m'excuse, j'ai un coucou dans mon salon en plus. Donc, voilà. Mais merci pour ce complément d'information. Et effectivement, c'est plus complexe que ce que j'ai simplement expliqué de façon résumée. Et désolée pour le coucou. Non, il n'y a pas de souci, mais je pense que ça devrait être précisé. Je ne voudrais pas qu'il y ait de malentendus auprès des éleveurs par rapport à l'attitude de la PAC-W dans ce cadre-là. Pas de souci. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir, que ce soit pour un sujet ou l'autre. Personnellement, je ne vois plus de questions, je ne vois plus de mains levées. Non. Peut-être éventuellement, je vais me permettre de suggérer à Marc Rémy ou à Antoine Mabi de dire un petit mot en clôture. Merci beaucoup, Christelle, pour tout ton travail. C'est phénoménal le travail que tu as bas et tout le staff aussi du Collège des producteurs. Une petite réflexion sur le réseau au vin caprin. Une petite citation. Seul, on va vite. Ensemble, on va plus loin. Et je pense que ça résume bien un peu toutes ces synergies entre acteurs. Et je pense qu'on va dans le bon sens. Rome ne s'est pas fait en un jour. Et il y a encore beaucoup de travail, hein, mais on vient de loin. On vient de nulle part. Donc, je pense qu'on va dans le bon sens. Et en tout cas, un grand merci à tous ceux qui travaillent autour du mouton et des caprins aussi. Voilà. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Merci Marc. Voilà, je pense que s'il n'y a plus d'autres interventions, on peut clôturer la soirée là.